Le journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Audrey. C'est une première depuis 5 ans. Le chômage a reculé en Grèce en décembre. Oui, alors il a reculé, mais très peu. Il reste au-dessus des 26%. C'est de l'ordre de 0,2 points de différence entre le mois de novembre et le mois de décembre. Mais c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis 2008, depuis 5 ans. Il faut quand même être extrêmement prudent. D'abord parce que cette baisse, on ne sait pas encore à quoi elle est due. Elle peut être due tout simplement au fait que les gens découragés ne vont même plus chercher de travail et donc sortent des statistiques du chômage. D'autre part, si on regarde l'évolution du chômage en Grèce sur un an, par exemple, eh bien on se rend compte qu'il a augmenté de 5 points, donc entre 2011 et 2012. 5 points, ça représente 209 000 personnes qui ont donc perdu leur travail pendant cette période. Et puis, si on zoome sur une catégorie particulièrement exposée, qui est celle des jeunes, alors on se rend compte que c'est un jeune sur 6, plus de la moitié, c'est largement plus de la moitié, un jeune sur 6 qui n'arrive pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Et cette situation n'est pas certaine qu'elle s'arrange dans les mois qui viennent, puisque d'après la Banque centrale grecque, eh bien, le chômage va continuer de grimper en Grèce en 2013. Et la tendance est la même en France, même si le niveau de chômage n'est bien sûr pas comparable. Voilà, on est au-delà des 26% en Grèce, mais on a dépassé la barre des 10% en France métropolitaine. C'était à la fin de l'année 2012, au dernier trimestre. Et si là encore on regarde la catégorie des jeunes, des moins de 24 ans, c'est de ça dont on parle quand on parle en termes de statistiques de chômage, eh bien en France, c'est un jeune sur 4, 25%, qui n'arrive pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, selon l'INSEE, là encore, les perspectives ne sont pas bonnes. Le chômage devrait continuer à augmenter en France métropolitaine. Le taux serait à 10,5% dans les 3 prochains mois, au prochain trimestre. Du coup, les salariés de Goodyear défendent bec et ongle leur emploi à Amiens-Nord. Et oui, le chômage fait très peur et quand on a un emploi, évidemment, qu'on veut le garder. Donc, il y a eu des manifestations agitées, violentes à Rueil-Malmaison, qui est le siège de Goodyear en France, des affrontements avec les forces de l'ordre. En fait, le bras de fer avec Goodyear, ce géant du pneu, dure depuis maintenant 6 ans et la fermeture du site d'Amiens-Nord était à nouveau à l'ordre du jour du comité d'entreprise d'aujourd'hui. Vanessa Tsanga nous en dit plus. Pneus brûlés, affrontement avec les forces de l'ordre devant le siège de Goodyear France. La direction a annoncé fin janvier un projet de fermeture pour le site d'Amiens-Nord. 1173 postes sont menacés. Ce jeudi, les salariés voulaient marquer le coup alors qu'un nouveau conseil central d'entreprise se déroule ici. Les chiffres du groupe Goodyear montent, sont des chiffres exceptionnels. Le rapport du 4e trimestre dit que le groupe Goodyear n'a jamais fait d'aussi bons résultats. Le groupe d'Amiens-Nord, sur la stratégie du pneu farm, est un site très rentable contrairement à ce qui a été dit par la direction. Leur combat a commencé il y a 6 ans, jour pour jour. David contre Goliath, le géant américain Goodyear. La direction a toujours évoqué le manque de rentabilité. En 2011, elle affirmait avoir perdu 61 millions d'euros avec le site d'Amiens-Nord, spécialisé dans le pneu tourisme et agricole. L'activité de tourisme est au ralenti depuis des années, mais l'industrie du pneu agricole, elle, se porte bien en France. En 2012, elle a progressé de 5,6%. Pas assez pour Goodyear, qui souligne que son bénéfice a chuté de 43%. En 2007, le géant avait négocié des accords de flexibilité sur le temps de travail, mais la CGT avait refusé. Aujourd'hui, le site d'Amiens ne trouve aucun repreneur. Avec la crise, l'usine ne tourne plus qu'à 70%. Toujours dans le secteur automobile, PSA signe un partenariat avec le Kazakhstan. Voilà, on va monter en kit 10 à 15 000 véhicules par an en France pour les assembler ensuite au Kazakhstan, ce qui permet évidemment aux constructeurs de s'ouvrir un peu plus le marché de l'Asie centrale et ce qui devrait aussi permettre de créer de l'emploi, alors peu mais tout de même 300 emplois en France et 150 au Kazakhstan. En attendant, le déficit commercial français continue de se creuser. Oui, c'est inquiétant. 5 milliards 800 millions d'euros en janvier, c'est 400 millions d'euros de plus que le mois précédent. Ce sont les exportations qui reculent et notamment celles en matériel de transport, l'aéronautique et l'automobile qui sont pourtant 2 points forts de la France. Seule consolation, en tout cas, les exportations agricoles et agroalimentaires, elles restent dynamiques. Et l'activité tourne donc toujours au ralenti en Europe. Les banques centrales continuent de pratiquer des taux d'intérêt extrêmement bas. Oui, le but, c'est de stimuler l'investissement. Évidemment, quand l'argent n'est pas cher, on investit plus volontiers. Et même, on consomme à la limite en empruntant. Et aujourd'hui, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale, donc, et la Banque centrale européenne ont annoncé, comme attendu d'ailleurs, que leur taux d'intérêt directeur, leur principal taux d'intérêt, resterait inchangé. Et ça a fait la joie des opérateurs de marché. Écoutez.
Il est clair que rien d'inquiétant ne se passera du côté des taux d'intérêt. Les Britanniques les ont laissés inchangés, la BCE aussi. L'argent à bas prix nous aide. D'ailleurs, voyez le Dow Jones qui a battu des records aux États-Unis ou le DAX qui approche les 8000 marques. Les liquidités bon marché affluent en ce moment. Et le comble, c'est que cet argent bon marché finit par inquiéter le lobby bancaire. Figurez-vous, l'Institut de la finance internationale craint que les marchés s'accoutument, deviennent dépendants à cet argent pas cher. Et cet institut s'inquiète aussi du fait que la reprise économique soit artificiellement maintenue, alimentée par la politique monétaire et pas vraiment par l'activité économique. Ce soir, sur les marchés, pas d'euphorie. Non, puisqu'ils avaient donc anticipé ces marchés, le maintien des taux. Paris prend 0,53%, plus 0,18% à Londres, et Francfort, lui, a terminé sur une hausse de 0,26%. On zoome à présent sur un secteur qui s'est relevé après avoir été frappé par la crise mondiale, le tourisme. Voilà, qui a dépassé en 2012 la barre des 1 milliard de touristes internationaux. C'est un secteur qui avait été frappé par la crise en 2008 et que le Forum économique mondial, ceux qui organisent Davos, scrutent de très près. Ils ont même créé un index pour mesurer la compétitivité des pays en matière de tourisme. Eh bien, cette année encore, c'est la Suisse qui remporte le gros lot. Pourquoi? Réponse de Théa Chiesa, chargée du tourisme, donc du transport et de l'aviation au Forum économique mondial. La Suisse performe énormément bien sur tous les indicateurs de compétitivité. Elle investit énormément dans le secteur. Elle a une infrastructure très bonne, soit infrastructure de transport, infrastructure de télécommunications, la protection de ses ressources culturelles et naturelles est très bonne. Et le capital humain, donc toutes les ressources humaines qu'on a besoin dans le secteur du tourisme, est très très bien soigné par le gouvernement. Il y a un autre enseignement à cette étude, c'est la France qui perd 3 places, qui est maintenant au 7e rang mondial alors qu'elle reste la première destination avec 80 millions de visiteurs par an. Pourquoi ce recul de la France? Qu'est-ce que c'est? C'est le prix? C'est la qualité de l'accueil? Qu'est-ce qui se passe? La France reste toujours quand même un des 10 pays les plus compétitifs mondialement. Dit ça, la France est devenue plus chère. Donc sa compétitivité au niveau de prix est abaissée. Aussi bien que les lois qui gèrent la facilité dans laquelle on peut employer les personnes dans le secteur. Donc les lois de l'emploi. C'est-à-dire que ce serait une législation trop protectrice, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. On a une législation qui ne permet pas d'embaucher très facilement. Dit ça, il y a un autre facteur. Le tourisme vit aussi avec la nature cyclique. Donc, on a besoin des fois d'assumer des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, et ça, de nouveau, la France a des lois très, très restrictives sur l'emploi des étrangers. Des lois protectrices, vous diront certains, en tout cas avec une préférence nationale à l'embauche. On préfère embaucher un Français qu'un étranger. C'est le droit du travail qui le permet. Le secteur du tourisme change. Il n'est pas imperméable non plus au ralentissement général de l'économie. Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de votre rapport ? Ce qu'on a constaté ces dernières années, et surtout la dernière année, est que le secteur des voyages et du tourisme est un secteur qui a beaucoup de résilience. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est un secteur qui a beaucoup de possibilités, qui donne beaucoup de possibilités à la génération d'emplois mondialement. Une étude aux États-Unis a démontré que chaque 10 nouveaux voyageurs qui rentrent dans un pays génèrent plus ou moins un nouveau emploi dans le secteur du voyage et des transports. Et ça, c'est énorme dans une période de crise mondiale. Voilà pour cet entretien réalisé tout à l'heure par Myriam Mascarello. Merci Myriam pour ce journal de l'économie. On marque une courte pause. Dans quelques minutes, un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.